Vendredi 3 février, vous regardez Al24 News à la une de votre 19h. Kos Sahraoui, dans un communiqué publié par sa diplomatie, le Lesotho démonte officiellement des allégations marocaines qui lui ont été attribuées contre un supposé soutien au dit appel de Tanger. En Libye, Abdoulaye Bathily, Mohamed El Menfi persiste et signe. Il faut que l'ensemble des dirigeants libyens arrivent à un consensus rapide en vue de la tenue d'élections avant la fin de l'année. Suite et fin ce vendredi des travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Depuis Dakar, les appels africains au développement du continent passent par l'intégration économique continentale. Et à J-1 de la grande finale du CHAN opposant l'Algérie, pays organisateur au Sénégal, c'est leur H pour la petite finale qui mettra aux prises le Niger à Madagascar ce soir à 20h au stade Miloud Hattia Oran. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité sahraoui en ouverture de cette édition. Le ministère des Affaires étrangères du Lesotho a officiellement démenti les allégations marocaines faisant état d'un soutien supposé à l'initiative dite de l'appel de Tanger. Dans un communiqué publié par sa diplomatie, le Lesotho a réfuté totalement cette thèse. Masserou assure par la même occasion que la question sahraoui demeure une affaire de colonialisme auquel il faut mettre fin au profit du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et c'est dans ce même esprit de soutien à la cause sahraoui que le Congrès national africain ANC demande au gouvernement sud-africain de travailler à l'exclusion du Maroc de l'Union africaine. Lors de son congrès annuel, le comité exécutif de l'ANC, l'Egolta, groupement politique le plus important du parti, a dénoncé l'occupation marocaine de pans entiers du territoire sahraoui, ainsi que le mépris de Rabat vis-à-vis du droit international et des tracés et frontières convenus sur le plan international dans le but de s'accaparer de nouveaux territoires par la force. Sahara occidental toujours avec la visite du président du Parlement panafricain Fortune Charamoumbira en République sahraoui, une visite qui intervient à un moment où la cause sahraoui connaît un regain d'intérêt au niveau international et notamment en Afrique. Il est arrivé ce vendredi dans les camps sahraouis de la wilaya de Smara où il a été accueilli par Madame Mariam Saleh Hamada, présidente de l'Assemblée populaire régionale. Il a ensuite rencontré le président sahraoui Brahim Ghali. Le président du Parlement panafricain a déclaré en marge de cette visite, je cite, « Notre organisation revendique l'unité africaine et le Sahara occidental est membre de l'Union africaine. Et nous voilà parmi vous car vous êtes membre de cette union. » Fin de citation. Dans l'actualité libyenne, je le disais, on titre le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, et le président du Conseil libyen, Mohamed El Menfi, sur la même longueur d'onde quant à la nécessité de parvenir à un consensus entre dirigeants libyens afin que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année 2023. Les détails de la rencontre qui a réuni les deux hommes avec Safwan Ben Sabri. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, s'est entretenu avec Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen à Tripoli. Bathily a déclaré suite à la rencontre que les deux hommes s'étaient mis d'accord sur la nécessité pour les dirigeants libyens de parvenir à un consensus national pour mettre fin à l'impasse politique que connaît la Libye, directement issue du chaos en place dans le pays depuis 2011. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a préconisé la tenue d'élections nationales courant 2023, seule voie selon lui pour une sortie de crise. Abdoulaye Bathily a souligné que sa rencontre avec El Menfi s'inscrivait dans le cadre de ses consultations continues avec toutes les parties libyennes. Mohamed El Menfi a assuré de son côté qu'il avait fait part à Bathily des dernières consultations qui ont eu lieu entre les différents acteurs politiques libyens. Bathily a par ailleurs réitéré son appel à toutes les parties libyennes à s'engager sérieusement sur la voie d'une solution nationale qui ne peut selon lui se régler qu'à travers l'organisation d'élections libres et transparentes pour un retour de la stabilité en Libye. Les élections présidentielles en Libye devaient se tenir le 24 décembre 2021. Celles-ci ont été reportées faute de consensus national.
Et retour à présent sur la participation du Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman aux travaux du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une participation qui a pris fin hier jeudi. Avant de quitter le sol sénégalais, le chef du gouvernement algérien a été reçu par le président Macky Sall. Et en marge de cette rencontre entre le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et le président sénégalais Macky Sall, ce dernier a salué les engagements personnels de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune sur les causes africaines vitales, ainsi que son intérêt accordé au développement des infrastructures au niveau national et continental. Sall a également mis en avant l'appui important fourni par l'Algérie en faveur du continent africain, ainsi que ses contributions louables pour le développement des infrastructures en Afrique. Alors que les travaux de ce deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique prennent fin ce vendredi à Dakar, l'Algérie a exprimé sa conviction inébranlable quant à la nécessité d'accélérer l'intégration régionale du continent, une intégration en guise de levier pour faire face aux défis du développement et mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans le processus de la mondialisation. Tinhinan Makassi. Le développement, au cœur de toutes les préoccupations africaines, qu'elles soient de nature purement économique ou comme levier pour faire face aux nombreux abcès et calamités qui frappent le continent, à l'instar du terrorisme ou encore la sécheresse. Les travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures ne sont pas en reste. Un sommet qui se tient en ce moment même à Dakar. Un des défis auxquels le continent doit faire face en bloc en vue d'un développement global, c'est l'intégration. L'Afrique est dotée de suffisamment de richesses pour pouvoir vivre au rythme de ce qui est communément appelé la mondialisation. Mais contrairement à beaucoup de régions du Sud, elle demeure peu outillée pour à la fois s'autosuffire et faire face à ses propres contraintes. Et pour cause, l'espace africain est fragmenté et morcelé, alors que dans le monde, on s'organise de plus en plus en espaces intégrés, sous différents aspects, économiques, géopolitiques et même culturels. Une faille que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a décelée depuis Dakar, où il a pris part aux travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures, en qualité du représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef du gouvernement a ainsi exprimé la conviction de l'Algérie quant à l'importance d'accélérer l'intégration africaine face aux défis du développement et de mettre fin à la marginalisation du continent dans le processus de la mondialisation. L'Algérie sur tous les fronts du développement économique, justement, et le secteur de l'énergie ne déroge pas à la règle. Fort de ses progrès en matière de relance industrielle, le pays s'est engagé à multiplier les investissements. Il accélère également la cadence de réalisation de nouveaux projets structurants en vue d'augmenter ses capacités de production d'hydrocarbures. Les détails avec Amin Toutah. Le potentiel énergétique de l'Algérie est lui aussi sujet à la nouvelle vision économique de l'exécutif. Dans un contexte d'accélération des transformations géopolitiques sur fond de conflits multipolaires et de hausse des prix des hydrocarbures, l'Algérie met les bouchées doubles et déroule sa feuille de route en matière d'investissement dans le secteur de l'énergie. Après avoir annoncé une enveloppe budgétaire de 40 milliards de dollars d'investissement étalée sur 4 ans, le groupe Sonatrach est justement à pied d'œuvre pour la réalisation de nouveaux projets susceptibles de renforcer la capacité de production nationale. Notamment dans le sud, dans la région de Togourt, Sonatrach met en œuvre une feuille de route urgente afin d'augmenter sa production de pétrole. 18 nouvelles découvertes devraient lui permettre de passer à une production de 60 000 barils par jour avant la fin de l'année, avant de porter cette capacité à 80 000 barils par jour à l'horizon 2026. Nous avons effectué une visite au niveau du consortium algéro-thaïlandais vietnamien à Birsbah, qui a une capacité de 20 000 barils de pétrole traité par jour. Il produit actuellement 16 500 barils par jour. Il y a une possibilité de porter cette production à 40 000 barils jour et nous collaborons avec nos partenaires étrangers autour d'une décision rapide vers l'augmentation de la production. Idem au niveau du groupement de Birsbah opéré par Sonatrach aux côtés des 2 partenaires étrangers dans le cadre d'un consortium où les efforts du groupe devraient porter la production à 40 000 barils par jour.
Nous avons effectué une deuxième visite au niveau du champ de Rama où l'on recense quelques 18 nouvelles découvertes. L'exploitation est entrée en vigueur de façon urgente en 2016 à raison de 5000 barils jour. Actuellement et avec la poursuite des forages, nous avons atteint une production de 45 000 barils jour. Mais nous ambitionnons d'atteindre un niveau de 60 000 barils en juillet 2023, puis plus de 80 000 barils jour. En Algérie, le secteur des hydrocarbures reste l'un des piliers de l'économie nationale, grâce à une résilience à toute épreuve saluée par les institutions économiques et financières internationales. Le pays peut compter sur une valeur sûre pour gagner en compétitivité sur la scène mondiale de l'énergie. Dans le dossier palestinien, les violations sionistes sous leurs formes multiples se poursuivent toujours. Une dizaine de Palestiniens ont été interpellés ce vendredi dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée. 3 d'entre eux l'ont été dans la ville de Aqaba au nord de Tobas à la suite d'une incursion opérée au niveau de leur domicile. Selon l'agence Wafa, ceci se produit alors que Human Rights Watch a déclaré jeudi dans un communiqué publié sur son site que les mesures entreprises par les autorités sionistes visant à boucler ou à démolir des maisons appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie occupée constituent un crime de guerre. Je le disais donc à l'instant, une escalade qui persiste dans les territoires occupés palestiniens, une situation à l'origine de nombreux affrontements entre les forces d'occupation et les jeunes palestiniens à l'entrée du camp de Aqabat el-Jaber à Ariha, un camp assiégé en permanence pour le 6e jour consécutif. Plus de détails avec Leila Gertal. L'occupation sioniste poursuit ses exactions et ses incursions sauvages en dépit de tous les appels à la retenue, les condamnations et les dénonciations de la communauté internationale. Toutes les indignations internationales sur le carnage de Jénine n'ont pas suffi à dissuader les sionistes, encore moins à atténuer leurs offensives appuyées sur les camps des réfugiés. Ainsi, après le camp de Jénine en Cisjordanie, les forces sionistes se dirigent vers le camp de Ariha, toujours en Cisjordanie. La ville d'Ariha est assiégée pour la 6e journée consécutive. Un siège suivi de persécutions et de démolition des habitations et des étables et des points de contrôle minutieux des passagers et des véhicules. Tout cet encerclement a fini aujourd'hui en affrontement entre une population sous pression et les forces sionistes lorsque ces derniers ont fait irruption dans la ville et tout au long du chemin menant à l'entrée des camps des réfugiés de Aqabat Jaber au sud-ouest de la ville, submergeant ainsi la ville de grenades lacrymogènes. Cette escalade rentre dans le cadre d'une action punitive contre les habitants d'Ariha suite à une tentative de tir sur un restaurant sioniste. L'agresseur se serait enfui vers Ariha, argue l'occupant sioniste, lui qui n'a jamais eu besoin de prétexte pour accomplir ses sales besognes. Par ailleurs, et dans une tentative presque vaine de contenir cette escalade, le roi Abdallah de Jordanie a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux étapes israéliennes qui sapent, dira-t-il, la solution à 2 États. La cause palestinienne qui glane tant bien que mal des voix à l'étranger. C'est dans ce contexte que des militants français en faveur de la cause palestinienne prévoient d'organiser une manifestation à Paris samedi pour dénoncer la décision du président Macron d'accueillir le chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou, un moment où la Palestine fait l'objet de nombreuses exactions et crimes en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Les militants ont déclaré qu'ils manifesteraient également contre les conditions de détention des Palestiniens détenus en Israël, y compris l'isolement en cellule et la limitation des visites familiales. Ouvrons à présent le dossier ukrainien et ce sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine ce vendredi dans la capitale Kiev. Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont été accueillis par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Peu avant ce rendez-vous, Ursula von der Leyen avait annoncé que l'UE prévoyait de nouvelles sanctions contre la Russie. Le Conseil européen avait quant à lui annoncé le déblocage d'une aide militaire de 500 millions d'euros en faveur de Kiev ainsi que 45 millions pour des missions de formation. 60 milliards d'euros, c'est désormais le montant de l'aide octroyée par l'UE à l'Ukraine depuis le début du conflit. Dans le même temps, les États-Unis
ont à leur tour annoncé une aide supplémentaire de 2 milliards de dollars au profit de l'Ukraine. Nous serons à vos côtés pour reconstruire une Ukraine moderne et prospère, fermement ancrée sur notre voie européenne commune. Car il ne peut y avoir une Europe sûre ou indépendante sans une Ukraine sûre et indépendante. L'Ukraine, c'est l'UE, l'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que cela se produise. Et de son côté, la Russie, par la voix de son président Vladimir Poutine, a affirmé avoir de quoi répondre aux Occidentaux livrant des armes à l'Ukraine. Une affirmation qui intervient en pleine conjoncture d'une nouvelle escalade militaire et un appui occidental sans précédent pour Kiev depuis le début du conflit et sur fond d'avancées notables sur la ligne de front dans la région de Bakhmout. Ceux qui espèrent vaincre la Russie sur le champ de bataille ne semblent pas comprendre qu'une guerre moderne avec la Russie serait très différente de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas envoyé nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre et cela ne s'arrêtera pas à l'utilisation de véhicules blindés. Tout le monde devrait comprendre cela. Les montants exorbitants de l'aide européenne accordée à l'Ukraine ne contrastent pas avec un autre phénomène économique qui inquiète au plus haut point les sphères politiques. Il s'agit de l'enfer des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, une part d'ombre faite sur des centaines de milliards de dollars, une tache indélébile sur la réputation de beaucoup de pays dits démocratiques, abritant sans broncher multinationales, banques et autres institutions financières responsables de l'évasion fiscale. Le 19h Info revient sur ce phénomène économique mondial dont ce sujet signé Imen Merad. 427 milliards de dollars par an, c'est ce que coûterait l'évasion fiscale dans le monde, soit plus de 2 fois le PIB d'un pays comme le Kazakhstan en 2022. Un chiffre qui donne le tournis, calculé par des chercheurs du réseau international Tax Justice en 2020. Mais qu'est-ce que donc l'évasion fiscale ? Une pratique aux visages multiples et qui est parfois source de confusion vis-à-vis d'autres concepts financiers. La définition la plus simple de l'évasion fiscale concerne la dissimulation d'activités économiques à l'État par des citoyens et des entreprises, qui agissent ainsi afin de remettre moins d'argent qu'ils ne le devraient aux impôts. La notion de l'évasion fiscale est intimement liée à celle des paradis fiscaux, le contenant qui permet de la contenir en quelque sorte. Effectivement, un paradis fiscal est souvent un paradis fiscal stricto sensu, c'est-à-dire un territoire où on paye peu ou pas d'impôts. Et là, évidemment, vont être attirés ceux qui veulent échapper à l'impôt ou en tout cas en payer le moins possible. Alors ça a été dit, on parle des multinationales, de certains milliardaires ou de personnes très riches. Ça peut être d'ailleurs parfois des particuliers qui ne sont pas si riches que ça. Les paradis fiscaux ont ainsi souvent, pour caractéristique commune, de proposer des avantages fiscaux à des particuliers ou à des entreprises. Un taux d'imposition très faible, voire nul. L'absence de transparence ou encore de dispositions légales, administratives ou judiciaires qui assurent le secret. Autrement dit, si l'évasion fiscale était une chaîne, les paradis fiscaux en seraient ses premiers maillons. Les pratiques consistant à dissimuler de l'argent au fisc ou de le blanchir ne datent pas d'hier. Mais ils ont pris un tournant décisif pour l'économie mondiale à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des techniques de plus en plus sophistiquées permettent aux multinationales et aux grandes fortunes d'optimiser leurs écritures comptables dans le but de payer moins, voire pas d'impôts. Trust, société écran, filiale, holding, optimisation fiscale offensive, tout est bon pour conserver des actifs en dehors du circuit bancaire. Certains pays sont devenus des paradis fiscaux rien que pour permettre à des entreprises de bénéficier d'avantages comparatifs face à des concurrents et de pouvoir dégager plus de bénéfices avec intention de les réinvestir ou pas. Face à cette dérive, source de concurrence déloyale et de manque à gagner pour les budgets des États concernés, en Europe notamment, les pays membres de l'Union européenne ont trouvé le 15 décembre 2022 un accord pour taxer à hauteur de 15% minimum les bénéfices des multinationales réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
Je vous le disais tantôt, titre à J-1 avant la clôture du championnat d'Afrique des Nations Tchad 2022 avec une finale qui opposera demain l'Algérie, pays organisateur au Sénégal. C'est leur H pour la petite finale qui mettra aux prises le Niger à Madagascar. Un match qui se jouera ce soir à 20h au stade Milo Hadfi à Oran. En pleine préparation pour la finale du CHAN, le sélectionneur algérien Majid Bouguera est revenu ce vendredi en conférence de presse sur l'état d'esprit de son groupe à 24 heures d'une finale historique. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.